Bonjour tout le monde. Nous allons essayer de vous partager un travail qui a été initié par l'équipe ATDIR, où nous avons essayé d'aborder ce problème de service civil, la question du service civil. Nous avons essayé de mettre la lumière sur l'offre de soins en Algérie et d'apporter des réponses concrètes concernant ce service civil. En ce qui concerne notre plan de travail, nous avons procédé de la manière suivante. Tout d'abord, nous avons essayé de faire un état des lieux de la carte sanitaire en Algérie. Nous avons par la suite essayé de faire une analyse statistique des indicateurs de santé pertinents. Nous avons apporté quelques définitions qui sont importantes en termes d'indicateurs de santé. Et nous avons imaginé nous avons d'abord fait un diagnostic et nous avons imaginé des solutions. Par la suite, nous nous sommes attaqués au service civil et des propositions concrètes. Nous nous sommes inspirés du travail remarquable qui a été fait par le professeur Larbi Bid, directeur des structures sanitaires, directeur général des structures sanitaires au niveau du ministère de la Santé entre 2012 et 2014. Où il a fait une cartographie sanitaire qui est relativement récente. Nous avons par ailleurs donc fait des recherches internet sur ce que c'est que le désert médical et nous nous sommes inspirés des statistiques de l'OMS 2011. Comme vous le savez, l'Algérie est un vaste territoire qui contient 48 wilayas, 40 millions d'habitants, 1541 communes, où la répartition de la population elle est inhomogène, où nous avons 60% de la population au nord, 30% de la population elle est au haut plateau, et uniquement 10% de la population qui est au sud. Qui dit vaste territoire, donc à ce moment-là, il faut savoir hiérarchiser les priorités. L'Algérie est divisée en 9 régions géosanitaires. Donc, le nord, les hauts plateaux et le sud. Et dans chaque région, nous avons l'ouest, le centre et l'est. Donc, au nord, nous avons 25 wilayas avec 23,4 millions d'habitants. Les hauts plateaux, nous avons 14 wilayas avec à peu près 12 millions d'habitants. Et au sud, nous avons 9 wilayas avec presque 4 millions d'habitants. Nous vous montrons à suivant l'offre de soins dans le secteur privé. Pourquoi ce secteur privé? Parce que c'est important après pour justifier notre proposition par rapport à une nouvelle carte sanitaire. Donc vous voyez bien que le privé au nord, au centre, il y a quand même pas mal de cliniques. Également pour l'Est, toujours le Nord, et l'Ouest. Par contre, on commence à remarquer déjà qu'il y a un problème au niveau des hauts plateaux. Donc, voilà l'offre de soins dans le secteur privé. Donc, les hauts plateaux centre, les hauts plateaux ouest et les hauts plateaux est. Le Sud, là encore, l'offre de soins elle est encore minime. Hormis le sud-est où on a quand même quelques cliniques, le Grand Sud et le Sud-Ouest, pratiquement, il n'y a aucune clinique. C'est quoi la carte sanitaire? Dans l'article 7, la planification sanitaire a pour but de déterminer sur la base d'une évaluation de la santé de la population les besoins en soins compte tenu de l'évolution démographique et du profil épidémiologique et de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus rationnelle et équitable. Donc, normalement, ça doit se baser sur une évaluation réelle des besoins en fonction de l'évolution démographique pour essayer d'optimiser les moyens et de les répartir de la manière la plus équitable possible. Dans l'article 185, la carte sanitaire est réévaluée et révisée périodiquement tous les 3 ans, raison pour laquelle on voit que cette année elle a été révisée et les 20 spécialités ont été enlevées du service civil. À présent, nous vous montrons une carte de l'OMS qui montre le pourcentage
de dépenses de santé par rapport au PIB. Donc c'est des statistiques de 2011. Et malheureusement, l'Algérie est très mal classée. Elle est même derrière certains pays d'Afrique, comme la Guinée-Bissau, le Sierra Leone et le Libéria. Un autre fait très important, c'est que l'Algérie donc manque cruellement de paramédicaux, où notre moyenne est de 2,43 paramédicales pour chaque médecin, alors que la moyenne de l'OMS, c'est de 4 paramédicaux pour un médecin. Comme vous l'avez remarqué précédemment, donc, on constate qu'il y a un problème qui se pose déjà dans les hauts plateaux et le sud. D'où l'intérêt, à notre sens, de créer de nouveaux pôles d'excellence. On peut les appeler des pôles d'excellence, des pôles régionaux, l'essentiel, des pôles de concentration de compétences. Et on pense que ça serait plus judicieux de les proposer dans les hauts plateaux. Pourquoi ces pôles? C'est pour d'abord désengorger un petit peu les régions du nord où on voit que il y a une charge de travail énorme, et pour montrer que paradoxalement, donc, à ce qu'on peut penser, il n'y a pas assez de couverture sanitaire et au haut plateau. Et c'est pour réduire aussi cette distance sud-nord, car nous n'avons pas un transport aérien médicalisé. Et c'est quoi le but? C'est pour faire un barrage blanc. Nous l'avons appelé barrage blanc, un barrage médical, à l'instar du barrage vert, qui va constituer en quelque sorte un premier relais entre le sud, le grand sud, et le nord. En assurant donc un drainage du sud vers les hauts plateaux. Essentiellement, ces pôles d'excellence. Voilà notre barrage blanc. Nous avons deux belles phrases qui nous ont parlé un peu, où le professeur Abid il dit que la politique de compétitivité et d'attractivité du territoire doit être la priorité, et après cela, on peut parler d'une équité territoriale. La deuxième phrase, il dit que si pour les soins préventifs et les soins courants, tout doit être fait pour développer une médecine de proximité. Pour les soins de haut niveau qui soient adaptés, il faut préférer la qualité à la proximité approximative. Et tant pis pour la vanité des médecins. Qu'est-ce qu'on comprend de cette phrase? C'est qu'il n'en est pas question de priver le patient là où il est d'une politique de soins préventifs et de soins courants qui doivent être assurés quel que soit l'endroit où il se trouve le patient. Par contre, on peut se permettre pour les soins de haut niveau donc de les concentrer dans des endroits où on a une concentration de moyens humains et matériels. Il y a un autre fait très important, c'est qu'il ne faut pas mélanger désert médical et désert géographique, car la définition du ministère de la Santé considère qu'un territoire est défini comme désert médical quand la densité de médecins par rapport à la population est de 60% inférieure à la moyenne nationale. En France, ce désert médical et un territoire est défini comme désert médical si il est inférieur à 21 médecins pour 10 000 habitants. La moyenne en France de densité médicale, c'est de 34,4 pour 10 000 habitants. Donc, malheureusement, si on se fie à cette définition, on n'a que deux wilayas qui échappent un petit peu à la définition de ce désert médical par rapport à la France, qui sont Oran et Alger. Les territoires où la couverture sanitaire, la densité médicale plutôt, est entre 30 et 60%, on les classe comme des régions ou des territoires où l'accès aux soins est difficile. Par contre, si on a une couverture médicale supérieure à 30%, on dit que la région elle est plus ou moins quand même relativement bien dotée en termes d'offres de soins. La densité moyenne
La densité moyenne de médecins algériens est de 12,1 pour 10 000 habitants. Donc, notre désert médical en Algérie, on a un ratio qui est inférieur à 7,26. Nous vous montrons à présent donc, la densité médicale dans les quelques wilayas. Donc, Oran, Alger, donc, qui sont pas mal dotés. Également pour Constantine. Néanmoins, on commence déjà à sentir la diminution de cette densité médicale à partir de Tizi Ouzou. À Sétif déjà, on frôle un petit peu la définition du désert médical, où, pour ne pas être pessimiste, on est dans un endroit où on dit que l'accès aux soins est difficile. Donc, dans les hauts plateaux déjà, le problème se pose, même à Sétif, qui est quand même une ville universitaire. C'est quoi ce service civil? Un service, c'est pour servir. Donc, il y a un serviteur, il y a un service. Et il y a déjà une obligation dans sa conception, sauf mention contraire. Qui dit civil, c'est qu'il s'adresse à des citoyens qui en ont vraiment besoin. Et on insiste sur ce réel besoin qui doit être évalué et réévalué. Et malheureusement, il est obligatoire chez nous. Pourquoi ce service civil est si nécessaire en Algérie? Parce que nous avons, comme nous l'avons déjà dit, nous avons un territoire immense. L'Algérie, c'est le premier grand pays africain. On a une répartition inhomogène de la population, donc 60%, 30% et 10%. Et il est difficile de trouver des alternatives à ce service civil. Et malheureusement, l'attractivité des régions où on a une disparité manifeste. Disons d'accord pour ce service civil, mais essayons de lever un petit peu ce caractère obligatoire en discutant, en abordant la durée, les conditions de vie et de travail, le zonage. Donc à présent, donc vous voyez bien les wilayas où au nord où on a c'est les villes universitaires. Par la suite, on a Bachar et Ouargla où on a des CHU qui ne sont pas encore opérationnels. Et voilà notre barrage blanc. Notre barrage blanc, nous avons imaginé donc un barrage ou bien des pôles de concentration ou bien des pôles régionaux, des pôles d'excellence à Khanchla, à Al-Rouat et à Tiert. Donc, pour faire ce premier relais entre le sud et le nord. Et voilà notre imagination du drainage donc, qu'il doit y avoir. Et nous pensons que c'est un drainage qui paraît logique et du point de vue géographique. Voilà. Et par la suite, si jamais il y a un problème, donc, entre ce premier relais, nous pouvons nous adresser aux wilayas du nord. Les villes universitaires du Nord. Nous nous sommes intéressés à la dernière proposition du ministère où on a enlevé certaines spécialités et nous avons compris pourquoi, surtout pour les spécialités chirurgicales, que ça a été discuté dans le sens où c'est la rentabilité en quelque sorte d'une spécialité ou bien sa représentativité en termes de combien elle représente en termes d'activité dans un hôpital pour dire qu'elle est rentable ou pas rentable. Donc on voit bien qu'après l'urologie, donc pratiquement, donc la neurochirurgie, c'est pour ça qu'elle a été enlevée du service civil, la chirurgie plastique, la chirurgie maxillofaciale, chirurgie thoracique, cardiaque et cardiovasculaire qui ont été enlevés du service civil. Et on imagine que ça doit être la même chose en quelque sorte pour les spécialités médicales. Nous n'avons pas malheureusement donc un tableau pareil pour les spécialités médicales, mais on imagine que c'est dans le même ordre d'idée. Nous avons essayé après d'imaginer ces pôles d'excellence
et qu'est-ce qu'on doit mettre là-dedans. Donc c'est une liste non exhaustive. Donc nous avons mis quelques spécialités, mais ça reste à développer, surtout les spécialités biologiques. C'est pour ça qu'on a mis laboratoire en rouge. On aimerait bien qu'on rajoute quand même quelques spécialités, parce que, en l'occurrence, par exemple, la parasitologie, parce que là, on place ce barrage blanc dans les hauts plateaux, où on voit que la pathologie parasitaire, elle est quand même fréquente. Donc, au total, nous nous sommes retrouvés en moyenne avec 80 spécialistes, donc dans chaque pôle. Ce qui veut dire 240 spécialistes dans les 3 pôles. Donc ça reste quand même à développer encore. Justement, pourquoi Khanchla, le roi et Tiert? Parce que c'est des wilayas, donc de par leur situation géographique, c'est des wilayas qui sont quand même dotés de structures de grande capacité d'accueil. Et il y a quand même cette offre de soins donc, dans le privé. C'est pour ça qu'on a parlé du privé avant. C'est pour pallier éventuellement aux insuffisances. Donc, si jamais le secteur public ne se développe pas rapidement. Et comme on a dit, c'est par rapport à la position géographique qui permet un drainage raisonnable, géographiquement raisonnable. C'est quoi le rôle? C'est des pôles où normalement on doit assurer l'accessibilité aux urgences et aux soins spécialisés de base. Qu'est-ce que ça veut dire soins spécialisés de base? C'est que normalement on doit pouvoir faire dans chaque spécialité le basique. En plus des urgences, on peut quand même commencer à faire le basique dans chaque spécialité. Et bien sûr, avoir comme projet, donc à moyen terme, voire à long terme, donc les soins hyper spécialisés. Le but c'est quoi? C'est de désengorger les hôpitaux du Nord, c'est de réduire les délais d'attente, parce qu'on a des délais d'attente qui sont relativement longs. Et c'est pour stopper cette désertification médicale au plateau en créant ce premier relais de soins. Et de l'autre côté, c'est pouvoir mutualiser les moyens humains et techniques pour un usage rationnel. Pour la Rouat, donc le problème ne se posait pas parce qu'il n'y avait pas de wilaya concurrente, à vrai dire. Voilà les infrastructures dont elle dispose. Également pour Tiert. Mais pour Khanchla, on a hésité entre Khanchla et Tbessa. Mais pourquoi on n'a pas pris Tbessa? Parce que Tbessa, en termes d'infrastructure, elle est mieux dotée. Mais par contre, sa situation géographique, donc c'est un vaste territoire qui est plus ou moins excentré. Et par contre, c'est Khanchla qui est mieux placé pour justement aller toujours dans ce sens de drainage géographique et rationnel. Qu'est-ce que nous proposons après avoir vu ou imaginé cette carte sanitaire? Après avoir vu et proposé ce barrage blanc, nous ne voyons pas honnêtement d'utilité du service civil dans les villes universitaires du Nord, parce que nous avons une concentration médicale importante et on aimerait bien laisser ces centres se développer pour les soins de haut niveau. Donc, pour nous, si un service civil à proposer, c'est vraiment partout en Algérie, sauf ces wilayas universitaires du Nord. Pour la durée, on opte pour 1 an maximum, partout. D'abord parce que c'est une mesure quand même qui reste anticonstitutionnelle, donc il y a un débat là-dessus, qui est injuste, qui est inéquitable, et malheureusement, nous avons encore d'autres services, en l'occurrence le service militaire, à accomplir. Donc, quels sont les leviers pour pallier à cette obligation du caractère civil? Donc, on a imaginé, c'est une idée qui a été déjà proposée, c'est cette fiche de vœux
Donc N-1, donc l'année de DUMS moins 1, donc on laisse aux résidents de choisir 3 villes où il voudrait faire son service civil. Une autre idée, donc, c'est de créer plus de postes que le nombre d'assistants. Quand on dit plus de postes, on ne va pas dire le double ou le triple, mais au moins 10% pour que ça soit gérable point de vue budget. Mais c'est toujours les 10% qui restent et qui ne seront pas pourvus, mais au moins on laisse un certain choix dans ce non-choix par rapport au choix de poste de service civil. Pour les mesures incitatives, donc on s'est attaqué à la prime d'installation. Pour nous, ça nous paraît logique. Donc 5 mois de salaire de base au sud et au Grand Sud. Et une idée, c'est de renouveler donc, cette prime d'installation. La deuxième année, c'est la CGT donc, décide de poursuivre, de rester donc, dans son hôpital. 4 mois de salaire de base au plateau, 3 mois de salaire de base à l'intérieur du pays. Pour la prime de location, ça, s'il n'y a pas de logement de fonction. Or, malheureusement, c'est pas... Quand on s'intéresse au logement de fonction, c'est pas... Il y a pas, on ne demande pas vraiment des logements. Normalement, l'Algérie devrait quand même pouvoir assurer 1000 logements de fonction parce qu'on a pratiquement 1000 assistants qui sortent chaque année. Si on répartit ces 1000 logements, donc si les 3 pôles qu'on va créer, donc c'est 80 à 90 logements par pôle, donc wilaya de Khachla, Al-Rouat et Tiaret. Par contre, pour les autres wilayas, c'est entre 15 à 60 logements par wilaya, ce qui n'est pas énorme. Donc pour cette prime de location, donc on s'est dit 5 millions par mois donc, pendant une année pour l'intérieur et les hauts plateaux, 4 millions par mois pour le sud et le grand sud pendant une année, ce qui est, franchement, on a même vu les prix de location et on n'est vraiment pas, on n'est pas très exigeant par rapport à cette prime de location qui devrait normalement, où la location devrait être assurée par l'État. Le temps lucratif, donc on s'est dit une demi-journée à 2 demi-journées par semaine et de laisser le libre choix donc, au médecin de faire ce qu'il veut le week-end. Donc la journée de formation donc, par semaine, voire chaque 15 jours. Pour le transport aérien, on s'est dit logiquement on devrait avoir droit à 2 billets aller-retour par an, renouvelable toujours pour les personnes qui décident de rester donc, la deuxième année au sud et au grand sud. C'est comme ça qu'on incite les gens à rester, à se projeter, à rester dans ces endroits où l'offre de soins elle est vraiment moindre. Ou bien il y a une autre idée, c'est de permettre ou d'offrir une réduction de 50% illimitée une année. D'autres mesures incitatives, c'est des idées en tous les cas. L'abonnement Internet, la téléphonie, ADSL, ou bien s'il n'y a pas d'Internet, donc on donne une prime de 40 000 dinars par an, 4 millions de centimes. Point de vue incitativité, on peut toujours imaginer, pour le Sud et le Grand Sud, c'est de développer cette collaboration privée vers le public, où on doit permettre au privé donc, de faire une demi-journée, voire une journée par semaine à l'hôpital, si l'hôpital juge qu'il en a besoin. Il faut avoir ici aussi cette idée d'initier les jumelages au plateau Sud-Grand Sud en fonction des besoins et ne pas limiter ça uniquement aux villes universitaires du Nord qui font des jumelages avec les villes du Sud et du Grand Sud. On a imaginé aussi un avancement dans les échelons encore plus rapides au Sud et au Grand Sud par rapport au plateau et par rapport à l'intérieur.
et le Nord, au moins dans les 5 premières années. Et notre idée ingénieuse, qu'on la trouve intéressante, c'est de dire, si la personne décide de faire donc 3 ans donc, de service civil au Sud et au Grand Sud pendant 3 ans, donc il sera exempté du service militaire. Combien ça va coûter tout ça? Donc nous avons pris la calculatrice et pour la prime d'installation, nous avons calculé, donc c'est à peu près 40 millions d'euros. Pour la prime de location, normalement on ne doit pas la compter parce que normalement l'État doit assurer donc ces logements de fonction, parce qu'on a dit que c'est entre 15 et 60 logements par wilaya, hormis les wilayas, donc le nouveau pôle, donc Larwat, Khanchla et Tiaret, où on doit avoir en moyenne 90 logements par wilaya. Les frais de transport, donc on a essayé de calculer ça, on a trouvé que ça va représenter 1 400 000 euros. Pour l'abonnement téléphonique, donc 40 000 dinars par an, donc ça va représenter 2 700 000 euros. Donc en tout et pour tout, maximum, on a bien arrondi les chiffres, donc c'est 45 millions d'euros par an pour assurer un service civil qui arrangerait tout le monde. D'autres idées, c'est des idées bien sûr qui sont sujettes à réflexion et à débattre. Donc c'est d'imaginer un nombre partout de services civils, y compris le Nord, c'est-à-dire les wilayas universitaires du Nord, et 3 primes d'installation au Sud et 2 mois pour le reste. Définissons d'abord nos priorités. C'est quoi nos priorités? Est-ce que d'abord, c'est la durée? Est-ce que c'est l'obligation? Est-ce que c'est les primes? Est-ce que c'est le temps lucratif? Nous avons abordé la question en interne. On a trouvé que pour nous, à ITDIR, c'était la durée. Parce que c'est inconcevable 3 ans ou 4 ans de service civil, voire 2 ans, c'est inconcevable, c'est trop. Parce qu'on peut assurer déjà cette continuité, cette pérennité du service civil en ayant juste 1 année partout. Après, donc c'était le temps lucratif et après, c'est les primes. Voilà, on vous invite à nous donner et à enrichir donc ces propositions et à en débattre pour en faire une plateforme de revendication ou de contre-proposition. Et nous vous remercions.